comment je peux t'accompagner dans ce que tu as le goût de vivre. Plutôt que de te considérer comme un outsider qui a décidé un jour que lui, ça ne l'intéressait plus, la société. Je parlais avec un intervenant en toxicomanie cette semaine qui me disait, tu sais, pour beaucoup de personnes, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est une réalité, le toit a été tellement loin pendant longtemps, avoir un toit, avoir 3 repas par jour, ça a été tellement hors de leur espoir qu'ils ont fini par, ça devient le but. Ils arrivent dans un refuge, ils arrivent dans un organisme communautaire d'hébergement, puis ils ont de la difficulté à comprendre qu'on veut travailler sur autre chose que le fait qu'ils aient un toit puis de la bouffe. Parce que pour eux, c'était ça le rêve. Fait que de comprendre ça, je trouvais ça intéressant. C'est la première fois aussi que je le réalise quand tu le nommes comme ça. Eux, ils ont toujours recherché un toit puis accès à 3 repas. Mais comme intervenant qui a été formé en travailleur social, en psycho, en socio, nomme-les les différentes professions, pour lui, c'est comme, c'est quoi le bénéfice pour cette personne-là d'être toujours ici, sous le même toit, même repas, même ça, sans qu'on aille dans des démarches? On parle souvent de démarches, mais les démarches ont répondu aux besoins de l'intervenant ou de la personne qu'on vient aider. C'est fou qu'est-ce qu'on leur demande en termes de capacité d'adaptation. Les personnes qui ont vécu dans la rue ont dû s'adapter très souvent, très souvent. Ils sont passés par les centres jeunesse. Quand ils arrivent, nous, une grande majorité des dossiers, où est-ce que c'est des enfants qui sont passés par les centres jeunesse, qui se sont tellement adaptés dans leur vie, qui ont dû s'adapter continuellement, que quand ils arrivent dans nos ressources, des fois, ça prend des mois avant qu'on puisse créer un lien, parce qu'ils ne sont plus capables de s'adapter à une nouvelle situation. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de s'en aller dans leur chambre, d'écouter un petit peu de télé, de manger, puis d'essayer de traiter un peu leur dépression, rencontrer leur intervenant une fois semaine. Puis ça, nous, on va les laisser faire pendant quelques semaines pour qu'ils puissent se déposer. Parce que de leur demander continuellement de s'adapter, il y a des limites. Il y en a qui ne sont plus capables. Puis, c'est cette patience-là qui va créer ce lien-là, puis il y a un jour qui va avoir un déclic, si déclic il y a à avoir. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est que c'est pas parce qu'on a une personne qui est là depuis 1 an dans nos ressources, qui a participé à la vie active, c'est-à-dire manger 3 fois par jour puis dormir, c'est à peu près tout. Moi, c'est déjà un succès. Il a accès à un toit, il a accès à retrouver sa dignité, et le jour où il sera prêt, bien, il pourra faire un petit bout de chemin. Et il y a plusieurs personnes qui ont réussi à faire ce bout de chemin-là entre la halte et bien, la trajectoire de service qui finalement termine bien, majoritairement à la CASA. Moi, je pense que c'est ça, retrouver sa dignité. On parle des besoins de base, la pyramide de Maslow, bien, on est en train de répondre à certains de ces besoins, pas tous les besoins, mais certains. Moi, je pense que si j'avais vécu le quart de la moitié de ce que certains résidents ont vécu, probablement que je ne serais plus là pour vous parler. S'il y avait une catastrophe écologique demain matin, probablement que les résidents seraient beaucoup plus débrouillards que nous. C'est eux qui deviendraient nos guides. Et ça, pour moi, c'est important, cette relation-là égalitaire d'un être humain avec un être humain. Tu as tes forces, j'ai mes forces. Tu as tes faiblesses, j'ai mes faiblesses, tu as tes expériences de vie. Par rapport à la santé mentale ou à des difficultés de ce type-là, c'est la patience. La patience, la cohérence, le respect. Hier, je supervisais une stagiaire à qui j'ai demandé d'aller ressentir qu'est-ce qu'elle vivait dans ses conversations avec les résidents. Puis elle m'a dit, c'est drôle que tu me demandes ça parce que je travaille exactement à faire le contraire.
Fait que j'ai dit, ah oui, pourquoi? Elle me dit, bien, parce que j'essaye de me couper de mes émotions. Mais j'ai dit, pourquoi tu as coupé de tes émotions? Elle dit, mais parce qu'imagine si je me mets à pleurer devant eux. Imagine s'il fallait que ça m'arrive. Bien, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses qui se passerait? Je veux dire, il dirait, ça me touche de devoir pleurer. Probablement qu'il dirait ça, ça me touche de devoir pleurer parce que tu es sensible à ce que je vis. Il serait content d'être devant une personne qui est encore sensible parce qu'il y en a qui ne sont plus sensibles à la douleur des autres. Des fois parce qu'ils sont trop pris par leur propre douleur, des fois parce qu'ils sont devenus blasés. Mais de voir un être humain qui est sensible à ce que tu vis, de voir un être humain vivre ses émotions, peut-être que tu lui permettrais de vivre les siennes aussi.